Un nouveau rendez-vous du décryptage sur SICA. Mesdames et messieurs, bonjour. Michel Kafando de retour à la tête de la transition au Burkina Faso après le sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest ce mardi à Abuja au Nigeria et après un accord de sortie de crise entre les militaires du RSP et les soldats de l'armée régulière. Le président de la transition a désormais le défi de relancer la machine et d'aller vers les élections, mais quelles pourront être les conséquences de cette crise sur la suite des événements dans le pays? Vous aurez l'avis de nos invités dans un instant. Michel Kafando, de retour à la tête de la transition au Burkina Faso. Quelle suite pour cette transition dans le pays? C'est le premier thème à débattre dans cette émission. Ensuite, nous irons au Burundi, où l'Église catholique appelle la classe politique à un vrai dialogue inclusif. Pendant ce temps, les mandats d'arrêt émis contre les opposants du président Pierre Nkurunziza suivent leur cours. En Belgique, cette semaine, 2 opposants burundais ont été interdits de vol à Bruxelles par l'Interpol. Un événement qui jette le flou sur la position des organisations et la communauté internationale sur la situation au Burundi. L'Église catholique appelle au vrai dialogue au Burundi. Le mandat d'arrêt de Nkurunziza contre ses opposants suit son cours. C'est notre deuxième thème de ce jour. Mais avant de lancer les discussions avec nos invités, Madame, Monsieur, je vous invite à suivre ici un point de l'actualité sur le continent africain. C'est le flash d'information. Au Burkina Faso, le président Michel Kafando, rétabli dans ses fonctions ce mercredi à Ouagadougou, appelle à la poursuite de la transition. Ce retour fait suite au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la crise burkinabé et l'accord entre l'armée républicaine et les soldats du RSP qui ont fait baisser la tension. Au Ghana, 22 magistrats ont été suspendus après avoir été accusés de corruption par un journaliste qui affirme les avoir filmés clandestinement en train de recevoir des pots de vin. La ministre de la Justice, Georgina Wood, étudie la possibilité de sanctions dans la même affaire contre 12 autres juges d'une instance supérieure. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso, qui cumule près de 30 ans au pouvoir, a annoncé ce mardi vouloir soumettre à référendum une nouvelle constitution susceptible de lui permettre de briguer un nouveau mandat, ce que conteste l'opposition en l'accusant d'ouvrir une grave crise dans le pays. Michel Kafando, de retour à la tête de la transition au Burkina Faso après le sommet extraordinaire de la CEDEAO ce mardi à Abuja et après un accord de sortie de crise entre les militaires du RSP et les soldats de l'armée régulière. Quelles pourront être les conséquences de cette crise, de ce coup de force sur la suite des événements au Burkina Faso? Vous aurez l'avis de nos invités après ce générique. Notre décryptage de ce jour se fera avec Médéric François Gongo. Il est journaliste et fondé du quotidien Actu Express au Bénin. Médéric François Gongo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Bonjour Joël et bonjour amis téléspectateurs de SICA TV. Joël Yetonji de SICA TV est également sur ce plateau. Joël Yetonji, bonjour et merci de nous revenir en forme. Merci bien. Bonjour et bonjour Médéric. Bonjour. Nous démarrons ce débat avec vous, Médéric François Gongo. Est-ce que vous vous attendiez à cette sortie de crise au Burkina Faso, notamment avec le retour de Michel Kafando à la tête de cette transition? C'était prévisible parce que la principale cause avancée par les putschistes, qui se trouvait être l'exclusion de cet ténor de l'ancien système politique des processus électoraux, parce qu'on parle des législatives, on parle également des présidentielles, a trouvé satisfaction dans tous les camps. Mais là, nous avons une mise en évidence. Vous pensez que cela a trouvé satisfaction? Satisfaction. Le CDP pourra revenir, vous voulez dire, dans les élections? Évidemment qu'il est très important de trouver une passerelle pour permettre au CDP et surtout à ses lieutenants qui sont encore sur le terrain de revenir. Et là, nous devons reconnaître qu'il y a eu une mise en veilleuse de la compétence de la CEDEAO. Il y a eu une confrontation des compétences entre la CEDEAO et l'Union africaine qui a été très loin dès le départ et qui a opposé des sanctions aux putschistes pendant que la CEDEAO jouait une politique de mi-figue, mi-raisin, pendant qu'on a tout fait de crier victoire par rapport à la médiation menée par le président béninois. Et là, il y a eu un petit problème puisque nous
nous avions entendu le président de la République du Bénin dire que ce n'était pas évident que Kafando revienne. Et cette position était comme le prolongement de la position de la CEDEAO qui se révèle aujourd'hui être un manchin. Oui, mais, pour ne pas répéter justement, l'interview dont vous parlez, il est revenu par la suite pour dire qu'il n'avait pas bien entendu la question. Et il a précisé justement qu'il ne savait pas qu'on parlait de Kafando. Il a corrigé le tir. Et c'est exactement en cela qu'il est très important au moment du déroulement des négociations, quelles qu'elles soient, de vite se prononcer, de vite communiquer et d'aller trop vite en besogne. Oui, mais quand même, après 2 jours de tension, de médiation, vous comprenez quand même qu'un chef d'État, c'est un être humain également, il pouvait être fatigué et faire des erreurs. Ce qui est évident, c'était pas un entretien en direct. Oui, mais c'était pas le communiqué final non plus. Exactement, il fallait attendre donc le communiqué final de la CEDEAO. Oui, mais là, je constate avec vous, Joël Rafa dit que malheureusement, le médiateur a bien voulu mettre la charrue avant les bœufs, il a voulu bien crier victoire avant que toutes les tensions ne soient apaisées. Et bien sûr, puisque après, on a constaté l'arrivée des forces loyalistes, et c'est ce qui a accéléré un peu les événements, ce qui a mené également le Moronaba à intervenir. Donc, là où la CEDEAO n'a pas pu réussir, là où l'Union africaine a eu à imposer des sanctions très tôt contre les putschistes, nous avons vu la pression intérieure au Burkina Faso, la pression de la société civile et la grande médiation du Moronaba, heureusement, qui en a appelé à taire les dissensions, qui en a appelé à aller vers la paix des braves, et forcément, et là nous trouverons également, j'allais dire une fenêtre, pas pour amnistier ipso facto les putschistes, mais pour les amener à avoir droit à une justice, j'allais dire, d'équité et de compréhension. Joël Yetondié, est-ce que vous vous attendiez à cette sortie de crise? Kafando qui revient à la tête de la transition, est-ce que vous vous attendiez à cela? Au soir du 17 septembre, je dirais non, parce que j'ai vu un certain général venu pour imposer sa loi. Et vous avez vu, très-tôt, on a trouvé de nom à la nouvelle équipe dirigeante qui voulait aller bien loin. Mais les choses ont tourné autrement. L'homme a été pris à son propre piège, parce qu'à un moment donné, nous l'avons publiquement entendu dire que l'armée est avec lui, parce que le respect n'est pas l'armée. Et cette centaine de personnes ne pouvaient pas dicter à tout un peuple la direction à suivre. Et voyez-vous, c'est le peuple qui, trop tôt, a montré que la directive, la ligne tracée, les 30 et 31 octobre 2014, cette directive demeure. Il fallait la suivre. Et ce peuple est resté vigilant, soudé, debout, prêt à tout, jusqu'à verser son sang. Et l'armée loyaliste a compris que, eh bien, il y a quelque chose qui se jouait, il fallait sortir. Cette armée est sortie. Et dans ces conditions, Diendéré a su lire qu'il ne fallait pas continuer comme ça. On ne pouvait pas comprendre qu'une revendication corporatiste au départ puisse virer rapidement à la politique. Et là encore, oui, Diendéré, à un moment donné, n'avait pas d'autre choix que ce qui se faisait. Ce n'est plus la directive que Diendéré et ses hommes ont tracée qu'on a fini par suivre, mais on a fini par suivre la voix du peuple. Oui, aujourd'hui, à l'arrivée, Diendéré n'a pas d'autre choix que de faire revenir Kafando au devant de la scène. Oui, donc ça s'est imposé à lui tout bonnement. Oui, mais Kafando aujourd'hui est de retour. Mais est-ce que quelque part, est-ce qu'on ne va pas reconnaître que cette transition a mis en place le fertilisant qui devait entraîner cette crise? Parce qu'on a eu l'annonce de la dissolution du RSP, on a eu l'annonce de la publication du rapport d'enquête sur l'assassinat de Thomas Sankara, on a eu le sort du CDP qui ne devait pas participer aux prochaines élections. Est-ce que ce ne sont pas autant d'éléments qui ont favorisé cette crise? J'essaie de comprendre qu'on peut vouloir reprocher des choses à cette transition. Mais je ne suis pas de ceux-là qui pensent que c'est la transition qui a aidé à nous amener là où nous en sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui a aidé alors? Je constate que c'est des gens nostalgiques d'un certain passé révolu et pour lequel le peuple burkinabé n'est plus prêt à revivre. Ce sont eux qui ont amené le Burkina Faso là où le Burkina Faso est aujourd'hui, qu'on ne peut pas encourager. Ils ne sont pas sortis. Tant qu'on ne les avait pas provoqués, ils étaient restés justement on ne les a pas provoqués, on ne les a pas provoqués. Mais dissoudre le RSP, chercher à les arrêter, est-ce que cela n'a pas été la goutte d'eau de trop, justement, qui les a poussés à sortir? Du tout pas, parce que le problème du RSP, de la dissolution du RSP, a maintes fois été agité. On n'en est pas arrivé là. Mais je constate plutôt que ce qui s'est passé, c'est une fois encore des gens nostalgiques d'un certain passé. Un passé
qui allait les rattraper, qui ont fait ce qu'ils ont fait là, un acte que je ne veux pas qualifier ici, mais qui a tout le déterminant que le retour de Kafando a essayé de signer. Vous avez entendu la façon dont vous avez suivi, la façon dont il les a qualifiés. Ceux-là ne sont pas dignes d'être des démocrates. En tout cas, ils n'en sont pas un. Ce qui s'est passé, pour ce qu'ils ont brandi, à savoir l'exclusion des gens qui les ont poussés à poser l'acte là, je trouve que c'est un alibi, rien de plus. Parce que constatez avec moi que, oui, à un moment donné... Même le vice-président du CDP est sorti et a dit qu'il fallait s'y attendre. Parce que exclure le CDP, qui est l'un des partis les plus forts du pays, ce n'est pas, non, ce n'est pas exclu qu'on arrive à une situation critique, ça c'est vrai. Mais ce à quoi nous avons assisté, c'est de la voyoucrasie, du banditisme. Et pas autre chose. Parce que constatez que ceux-là ont pris acte. Le CDP a pris acte de ce qui s'est passé. Vous avez suivi avec moi. Qu'ils ont dit, d'accord, nous avons remplacé ceux qui ne peuvent pas concourir et qui a déclaré la Constitution. On va les remplacer. Ils iront aux législatives. Nous allons remporter. Quant à la présidentielle, ok, nous avons constaté que c'est la décision prise. Nous allons continuer le combat. Et que ce soit aujourd'hui l'RSP, qui a simplement, au départ, une revendication, comme je le disais, corporatiste, qui revient dire que, ben, on a exclu le CDP et qui vient parler politique à la place du CDP, ça me pose un problème. Et ça dit qu'à un moment donné, les deux se sont vus, je veux dire, le CDP et je veux dire Diendéré directement, parce que ceux qui ont suivi Diendéré, ce ne sont pas les militants de première heure du CDP, de jeunes gens qui ne connaissent vraiment pas le passé du CDP. Ils n'ont pas lié leur destin au destin de Diendéré. Son destin, on le connaît tous. Alors, ce sont eux-là. Vous devez être un devin. Non, je ne suis pas un devin. On connaît le passé de Diendéré. Bien évidemment, mais personne ne connaît son futur. Qui a bu, boira. Qui a bu, boira. Vous savez ce dans quoi Diendéré a été mêlé. Alors, s'il est là pour simplement faire des besoins comme ceux-là que moi je ne veux pas qualifier et que vous connaissez très bien, et le 17, le 17 où l'incident s'est produit, que vous vous souvenez, c'est une grande date pour le Burkina Faso. Et on nous a empêcher d'en parler suffisamment. C'est à cette date qu'on devrait déposer sur la table de la transition le fameux rapport d'enquête qui devrait nous situer par rapport à l'assassinat de Thomas Sankara. Et Thomas Sankara, au moment où cet homme partait, même à son arrivée, on sait le rôle que Diendéré a joué. Quand il s'agit de proclamer la République de Blaise Compaoré, on sait le rôle que Diendéré a joué. Tout le long des 30 ans. Alors, quand vous savez tout cela, est-ce qu'il fallait sortir justement ces dossiers-là du placard au moment où on était en pleine transition? Est-ce qu'il ne fallait pas attendre justement d'avoir un président démocratiquement élu? On peut comprendre, mais cela ne nous permet pas de tirer chapeau à ce que l'homme a fait. Personne ne tire chapeau à un coup d'État. C'est très répréhensible. C'est condamnable. On doit trouver la formule pour lui tirer les les oreilles. Médéric François Gongo, est-ce que vous ne voyez pas les fertilisants justement qui ont favorisé cette crise-là? Oui, exactement. Je pense que les usurpateurs, comme le président Kafando les appelle, ont voulu se faire entendre tout simplement parce qu'il y avait des faits qui agitaient devant eux un spectre de peur, un spectre de terreur, un spectre des lendemains incertains. Nous connaissons un peu le passé de Diendéré, nous l'avions vu à l'œuvre contre le révolutionnaire, l'émérite personnel Thomas Sankara, et nous pensons que tel que ça se passe, les autorités en charge de gérer la transition ont également quelque peu voulu évacuer les principaux problèmes. Parce qu'il ne leur revenait pas de rapidement connaître du dossier Thomas Sankara, même si à l'évidence il fallait donner un prolongement aux désirata de la population, aux désirata du mouvement du ballet national qui avait bien voulu qu'on creuse un peu ce dossier, qu'on aille au fond de ce dossier pour situer les responsabilités. C'est vrai également que les gens du CDP ont eu à meurtrir le pays. Il y avait eu un règne clanique, il y avait eu un système qui avait régenté tous les secteurs d'activité, mais ce n'est pas pour autant qu'il fallait les écarter systématiquement de tout le processus électoral. Parce qu'on le veuille ou non, pour avoir régné pendant 27 ans, est-ce qu'on peut trouver au Burkina Faso quelqu'un qui n'a pas collaboré avec Blaise Compaoré? C'est pas évident qu'on trouve. C'est pas évident. Et c'est en cela que tous ceux qui ont été mis dehors, à un moment ou à un autre, pour des faits qu'ils ont eu à les séparer de Blaise Compaoré, avec qui ils s'entendaient pourtant. Au début, tout cela ne doit pas dans une logique de la paix ou de la victoire, de ceux qui ont seulement eu à, j'allais dire, à prendre en compte les désirata de la population, à potentialiser l'investissement humain du ballet national pour se remettre sur le tapis. Cela ne doit pas penser qu'ils peuvent tout se permettre. Donc, nous devons savoir raison garder. Je pense que ce cas de figure doit nous permettre
de ne pas vouloir procéder à un règlement des situations en créant d'autres qui pourraient amener à une situation irréversible. Alors, aujourd'hui, avec le retour de Kafando, quel sort on peut réserver justement à cette revendication? Est-ce que vous pensez que le CDP, avec le coup de force qu'on a connu, les positions vont être revues? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui sera fait par rapport au CDP, à votre avis? Les deux points d'achoppement aujourd'hui se retrouvent être l'amnistie aux putschistes et la réhabilitation des candidats du CDP. Est-ce que vous pensez qu'on aura justement... Le premier point est évacué systématiquement l'amnistie par les observateurs des putschistes sur place. Même si le Moro là-bas appelle à ce que l'on pardonne et à ce qu'on oublie, c'est qu'il y a eu une dizaine de morts, il y a eu des centaines, de blessés, bien sûr. Il y a eu des plaies sur le terrain qu'il va falloir cicatriser. Et ça, c'est un problème que la justice va régler après, pour éviter que des militaires qui devraient être dans les casernes ne se retrouvent des qualités de gestionnaires, de politiciens, pour se permettre les actes que l'on a constatés. L'avenir du Burkina Faso aujourd'hui se retrouve encore incertain, parce que lorsque nous observons la réaction du président rétabli de la transition, le président Michel Kafando, qui traite les militaires du RSP d'usurpateurs, c'est qu'il est évident qu'il ne va pas se taire sur l'acte qui a été posé, parce qu'il était inquiété pour son intégrité physique. Oui, mais c'est normal quand même qu'il réagisse ainsi, parce qu'en tant qu'un président, il a été pris en otage, il a été humilié. C'est quand même normal. Compte tenu de l'âge. Compte tenu de l'âge, donc c'est normal qu'il réagisse ainsi. C'est normal que la justice s'occupe de ce cas particulier. On pouvait trouver des situations atténuantes à certaines personnes par rapport à ceux qui sont décédés, trouver des réparations, aller vers une rencontre de... Est-ce qu'on peut trouver des circonstances atténuantes pour des morts? Non, aujourd'hui, ce sont des pertes. Pour des criminels de sang, parce que là, les populations ont voulu tout simplement manifester, ont voulu manifester leur mécontentement face, j'allais dire, à la prise en otage de leur victoire. Leur victoire qui devrait se concrétiser à travers les élections démocratiquement établies dans quelques jours. Je pense que là, le processus électoral, voilà encore un enjeu de taille. On a avancé un peu la date de la tenue des élections. Oui, ça aura lieu aussi, tout va bien en novembre. En novembre, tous les candidats sont déjà préparés. Les observateurs sur le terrain parlent de ce qui est déjà une pré-campagne. Mais je pense que la CEDEAO va devoir se discipliner. Les présidents, en quoi faisant? Les présidents en fin de mandat doivent éviter d'utiliser les situations conflictuelles qui pourraient exploiter à des faits inavoués plus tard. Le président Macky Sall, qui a été obligé de prendre le devant des choses, qui a été obligé de déplacer le débat sur le terrain au niveau de la CEDEAO, au niveau de Abuja, et d'associer le président nigérien, le président tchadien et d'autres, le président togolais, oui, a bien compris que celui qui était en charge de la médiation était trop vite allé en besogne, avec crié trop vite victoire. La CEDEAO doit se mettre en joint venture avec l'Union africaine pour maintenir le cap des sanctions, de redéfinir les bases électorales, retoucher évidemment la loi électorale, puisque la Cour de justice de la CEDEAO en avait connu du dossier et avait demandé qu'il y ait équité, qu'il y ait une participation de tous. Et là, il faut y aller. Et ceux qui sont sur le terrain ne doivent pas avoir peur. Ils doivent battre campagne sur la base des thèmes rassembleurs. Et c'est vraiment le peuple avec eux. Et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Joël Yetonji, est-ce que vous pensez que ces revendications seront prises en compte maintenant que Michel Kafando est de retour, notamment la réintégration des anciens ou bien des membres du CDP et l'amnistie des putschistes? Je pense par rapport à la réhabilitation des membres du CDP, aujourd'hui, il y a suffisamment d'éléments qui devraient pouvoir jouer un peu en leur faveur. Parce qu'on ne peut pas ignorer tout ce qui s'est passé. Il faut essayer de couper la poire en deux. Ça ne va pas être facile, mais là-dessus, je pense que Kafando aura un grand rôle à jouer. Et les peuples, tel on l'a vu, pourront mieux entendre leur voix dans une situation comme celle-ci. Vous imaginez que Kafando, après la publication du premier communiqué de la CEDEAO, disent oui, nous avons été associés, on aurait eu d'autres réactions. Mais parce qu'il a affirmé n'avoir pas été associé à ce qui a été présenté, nous avons constaté qu'il y a eu plus d'ébullition. Donc, pour ce qui se passe aujourd'hui, oui, je pense que les autres candidats, si c'est pour battre en brèche les velléités d'un retour du CDP, ils ont suffisamment d'arguments. Et sur le terrain, ils peuvent jouer franc jeu et s'en sortir, se tirer d'affaire. Donc, il faut revoir la copie de ce point de vue. Vous êtes d'accord qu'il faut revoir, trouver une solution pour une réintégration du CDP. Il faut exclure personne autour de la table de négociation. Mais quant à l'amnistie, oui, on ne peut pas. C'est sans condition, il n'y a rien à revoir là. Parce que
les gars du RSP n'auraient pas posé, là qu'ils ont eu à poser, qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais s'ils ne l'avaient pas posé aujourd'hui, vous ne serez pas en train de dire qu'il faut revoir la copie du CDP. Non, on n'a même pas d'excuses à le trouver. Il n'y a pas d'excuses à le trouver. Et je pense qu'aujourd'hui, le moment est favorable pour ceux qui sont en place. Je pense que le démantèlement des RSP là, il faut rapidement profiter. Profiter d'autant qu'ils ne sont pas en union de communion avec l'armée. Si l'armée a pu adopter cette position-là, on peut en profiter et décider du sort du RSP maintenant. Sinon, demain ce sera trop tard. Ils vont continuer par dicter leurs lois. Et ça ne peut pas continuer comme ça. C'est comme une république dans une république. Et son nombre de combien pour dicter leurs lois pour toute une population. Alors, je pense que c'est le moment ou jamais pour pouvoir décider du sort du RSP. Alors, quelles pourront être les conséquences, selon vous, de ce coup de force du RSP sur la suite de la transition? Non. En matière de conséquences, je pense qu'il faut tirer la leçon autrement. La leçon autrement, c'est ce que j'ai dit en résumé là. Comprendre qu'il n'y a de force possible dans une démocratie, même si elle n'est pas encore effective au Burkina Faso, parce que de tout temps, ça a été presque une révolution. Ça a été comme une dictature dans la démocratie. Alors, il n'y a que la voix du peuple qui compte. Et pour que ça puisse porter davantage de fruits, c'est les sanctions qui vont tomber. Parce que n'oublions pas, au carrefour, il y a d'autres qui attendent pour voir ce que sera le sort de ces poutistes-là. Il faut les punir et sévèrement. Et si on arrive à le faire, d'autres vont pouvoir s'assagir. Et au Burkina Faso, et au niveau des autres pays qui attendent au carrefour pour voir ce qui va se passer. N'oublions pas qu'il y en a qui sont en train déjà de donner l'alerte. Alors, tout se jouera sur ce que, les émissaires envoyés récemment par la CEDEAO, les 4 émissaires en dehors du Burkina, en dehors du Béninois, du Sénégalais, je vais parler du Togolais et du Nigérien, ce qui sortira tout à l'heure de la rencontre avec la transition en place. Ils vont juste pour installer le président Kafando. S'ils peuvent se contenter de ça, le retour de Kafando est déjà acquis. Permettre à Kafando de jouer pleinement son rôle, parce que je l'ai vu dans une position suffisamment républicaine. C'est un chef qui a parlé. Oui, il a dit qu'on va se mirer dans la constitution, dans la charte telle tracée. Et c'est ce qui va être fait. Maintenant, il faut écouter les uns et les autres, associer tout le monde. Et c'est la voix du peuple qui passera. Il n'est plus question aujourd'hui de dicter au peuple une directive venue d'ailleurs. C'est le mot. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Mesdames, François Gongo, quelle leçon en définitive peut-on tirer alors aujourd'hui? Quelle leçon peut-on retenir de l'expérience du Burkina Faso? Le peuple burkinabé a donné la preuve de sa maturité politique. Les militaires ont encore tendance à croire qu'ils pouvaient s'en donner à leur aise, comme ça n'était le cas dans un passé révoqué et à jamais révoqué. La CEDEAO a montré ses limites et apparaît comme un conglomérat, un consortium, un syndicat de chefs d'État qui se tiennent, qui arrivent à s'entendre et qui arrivent à se soutenir même dans le malheur de leur peuple. L'Union africaine a démontré qu'elle peut se réhabiliter. L'époque de l'OUA a vécu. L'Union africaine s'est mise au diapason de la communauté internationale et forcément devrait beaucoup plus être écoutée, être renforcée et être débarrassée j'allais dire, du dictat de certains présidents qui l'ont toujours régenté et qui se permettent de réviser, comme on le constate déjà au niveau du Congo-Brazzaville, de réviser leur constitution pour s'éterniser au peuple et souvent avec l'appui tacite, sinon efficace, de l'Occident et de certains pays anciennes colonies. En définitive, le peuple africain devait prendre appui sur ce qui se passe au Burkina Faso. Les populations et la société civile devraient se substituer à volonté lorsque le pouvoir établi légalement arrive à perdre de sa légitimité, tout simplement en sapant les fondements de son existence, en mettant en cause les textes qui régissent même ces soubassements et en foulant au pied les règles de la République. Voilà, en termes de les leçons qu'on peut tirer. On peut également penser, contrairement à ce que l'autre disait dans les années 90, au moment de la fièvre démocratique libérale en Afrique, que bel et bien, en si peu de temps, les peuples africains ont démontré qu'ils sont capables du meilleur que beaucoup de pays dans le monde entier n'ont pas pu faire. Joël Yetondy, vous tirez également cette leçon? Évidemment. Et il ne faut pas se voiler la face. L'Afrique évolue, elle est en marche. Je vous l'ai souvent dit, nous avons une génération en qui il faut croire. C'est possible demain d'une Afrique qui fait rêver tout le monde. Une Afrique qui mérite admiration, mais pas seulement, mais aussi respect. Nous n'avons pas à attendre les autres pour nous accomplir. On ne peut pas comprendre que cette Afrique soit si riche, prospère,
riche de ses hommes, riche de ses terres, riche de ses ressources, mais on soit tout le temps à quémander, on soit tout le temps à se chercher. Ce n'est pas possible. Mais heureusement, il y a de plus en plus cette jeunesse qui est prête, même au prix de son sang, à demander à ce qu'on la respecte, à demander à ce qu'on l'écoute, à demander à ce que ce soit elle qui soit servie, et non qu'on se serve d'elle. Donc, la leçon, elle est toute dite. Et désormais, on aura d'autres voix que la voix du peuple, du vrai peuple. Merci Joël Tonji, merci Médéric François Gongo. Madame, monsieur, ce sera tout pour notre premier débat de ce jour. Voici un nouveau point de l'actualité, c'est le flash d'information. Au Burkina Faso, le président Michel Kafando, rétabli dans ses fonctions ce mercredi à Ouagadougou, appelle à la poursuite de la transition. Ce retour fait suite au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la crise burkinabé et l'accord entre l'armée républicaine et les soldats du RSP qui ont fait baisser la tension. Au Ghana, 22 magistrats ont été suspendus après avoir été accusés de corruption par un journaliste qui affirme les avoir filmés clandestinement en train de recevoir des pots de vin. La ministre de la Justice, Georgina Wood, étudie la possibilité de sanction dans la même affaire contre 12 autres juges d'une instance supérieure. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso, qui cumule près de 30 ans au pouvoir, a annoncé ce mardi vouloir soumettre à référendum une nouvelle et un nouveau mandat, ce que conteste l'opposition en l'accusant d'ouvrir une grave crise dans le pays. Au Burundi, l'Église catholique appelle la classe politique à un vrai dialogue inclusif. Pendant ce temps, les mandats d'arrêt émis contre les opposants du président Pierre Nkurunziza suivent leur cours à l'international. En Belgique, par exemple, 2 opposants burundais ont été interdits de vol cette semaine à Bruxelles par l'Interpol. Un événement qui jette du flou sur la position des organisations internationales et de la communauté internationale sur la situation au Burundi. C'est le deuxième sujet à débattre après ce générique. Le débat se poursuit avec Médéric François Gongo de Actu Express et Joël Yetonji de Sika TV. Je reste avec vous, Joël Yetonji. Quelle compréhension, je le disais tantôt, peut-on avoir de l'incident de Bruxelles où des opposants burundais ont été empêchés de prendre leur avion par l'Interpol à cause d'un mandat d'arrêt émis par le Burundi contre eux? C'est le comble, je dirais, simplement. Je m'attendais à tout sauf à cela, parce que Interpol, quand même, c'est une structure très respectable. C'est, ma foi, la plus représentative de la police mondiale qui essaie de faire les choses avec beaucoup de tact. Et quand on sait surtout que l'article 3 de l'acte constitutif de l'Interpol stipule clairement que l'Interpol n'a aucunement pour mission de se mener d'affaires d'ordre politique. Et qu'une personne qui se retrouve en situation de difficulté pour des problèmes d'ordre politique ne peut être interpellée par l'Interpol, alors je dirais, pour ma part, c'est presque le comble de l'hérésie. Parce que ceux-là qui ont été arrêtés, on connaît bien leur situation, on connaît leur statut. Le deuxième vice-président de la deuxième force politique du pays, faisant partie de ceux-là qui ont justement été arrêtés au niveau de l'Interpol, même si on les a libérés par la suite. Oui, mais l'Interpol a fait comprendre que leur arrestation, c'était juste pour vérifier si, entre-temps, il n'y avait pas d'autres délits qui étaient inclus dans le mandat d'arrêt. Est-ce qu'ils n'étaient pas poursuivis pour d'autres faits et non que des faits politiques. Donc, c'est comme l'Interpol fait son travail. Non, c'est comme jeter soi-même du discrédit sur sa capacité à faire bien le travail pour lequel on est là. C'est juste une vérification, parce que ça la peut se faire. vérification, s'il vous plaît, ceux-là qu'on est en train d'arrêter, c'est des figures phares de la politique burundaise. Oui, raison de plus. Alors, pour s'assurer qu'on ne leur reproche que des faits politiques. Voilà, et non d'autres faits. Ce n'est pas en prenant justement le papier de voyage que vous allez vous assurer qu'il n'y a pas autre chose à leur reprocher. Il aurait suffi pour l'Interpol de vérifier qui sont ces hommes dès lors que l'alerte leur est pas venue, pour voir qui sont ceux-là à qui on nous demande vraiment de demander des comptes. Est-ce que c'est des hommes crédibles? Est-ce qu'au-delà des faits politiques, il n'y a pas vraiment autre chose qu'on leur reproche? Ce n'est pas au moment où ceux-là doivent prendre leur vol
qu'on va les arrêter. Vous êtes d'avis. Je comprends que vous êtes aussi dans votre rôle. Mais c'est quand même dommageable pour l'image de l'Interpol. On ne peut pas continuer comme ça. Il s'agit du Burundi. Nous avons suivi à la lettre ce qui se passe dans ce pays-là. Les tortures, c'est au quotidien. L'arrestation tous azimuts, c'est au quotidien. La suite, on ne sait plus rien. Des assassinats ciblés, c'est au quotidien. Et Pierre Nkurunziza est revenu au pays dans quelles conditions? Et on interpelle Interpol dans ces conditions. Et tenez-vous tranquille, au-delà de ces 2 cas, il y a eu 5 autres cas au niveau d'autres aéroports. Et c'est l'Interpol qui joue ce rôle-là. Mais vraiment, je suis un peu embêté. C'est à croire qu'ils sont soit dans un jeu politique. Il y a une complicité floue, pas claire. Je suis un peu perné, j'ai suivi leur réaction. C'est à croire que, soit, à un moment donné, l'Interpol a manqué de sa perspicacité dans le travail, il y a un peu d'incompétence, mais je ne crois pas, connaissant l'homme qui est à la tête, ou que l'Interpol a commencé par jouer de la politique. Mais là encore, il me semble que c'est un peu ça. Ça y ressemble. Parce que par le passé, non, je me rabatte simplement. Au-delà même de l'Interpol, il faut reconnaître aussi que certains pays, malgré tout ce qui se dit sur le Burundi, ont maintenu leurs relations avec le Burundi. Certains pays ont participé à la cérémonie de prestation de services de Pierre Nkurunziza pour ce mandat qui est très controversé. Alors, je suis d'accord, mais je ne voudrais pas évacuer très rapidement la situation de l'Interpol. Parce qu'il y a des rapports... L'Interpol ne fait qu'emboîter le pas à tout ce qui se fait justement par ces autres institutions. L'Interpol ne doit pas passer à son image. Vous savez, dans un passé récent... Mais les autres institutions aussi ont leur image. Les autres puissances également ont leur image. Oui, on reviendra. Mais dans un passé récent, je rappelle qu'on a déjà interpellé Interpol sur ses agissements. Je pense qu'il faut corriger ça trop tôt parce que nul n'est à l'abri. Et c'est sérieux. Vous savez, quand on veut vous mettre la main dessus, on n'y arrive pas. Très rapidement, c'est l'Interpol. Il faut qu'on corrige ça. Maintenant, parlant des autres, comme vous dites, puissances qui accompagnent cela, c'est un peu délicat malheureusement ce qui se passe. Et c'est en cela qu'une fois encore, je trouve que le peuple doit rester encore fort et vigilant. Parce que Pierre Nkurunziza ne peut pas l'emporter au paradis dans ce qui se joue là. C'est très grave. Pour l'instant, il a son 3e mandat. Il a son 3e mandat et je veux dire au procureur que ça n'arrive pas qu'aux autres. Je ne peux pas comprendre qu'un procureur général de la République, à visage découvert, nous sait ce qu'on nous a servi là. Mais vous savez, énormément, mais le procureur, le procureur général de la République. Il est membre du régime. Il a été mis en place par qui? Par le président Nkurunziza. Donc, il ne peut pas faire le contraire. S'il vous plaît. Médéric François. On va vous nommer, c'est vrai, on va vous nommer Joël, mais tout n'est pas permis. On joue, on descend. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est une question de conviction. Peut-être qu'il est convaincu de ce qu'il fait. Médéric François Longo, votre avis? Nous avons 2 cas. Nous avons le cas du président Nkurunziza et nous avons le cas de l'Interpol. Nous devons d'abord constater les conditions dans lesquelles le président Nkurunziza a été, j'allais dire, presque héliporté. Héliporté ou réélu? Non, d'abord héliporté lorsqu'il était à Arusha, voilà, au moment où la fronde militaire devrait le faire partie, avec quelques décisions qui lui ont permis de se maintenir au pouvoir avec l'accord, la complicité tacite d'une puissance de la sous-région. C'était pas une complicité, il fallait trouver la paix. Justement, l'accord d'Arusha était pour ramener la paix au Burundi. Donc il fallait trouver une solution, il fallait trouver un homme pour sortir le pays de la crise. L'accord n'avait pas spécifié qu'on pouvait outrepasser les règles démocratiques et s'éterniser au pouvoir. Donc ce n'est pas l'accord d'Arusha, mais c'est plutôt l'homme aujourd'hui qui utilise habilement l'accord d'Arusha. L'homme qui a forcément l'aval, parce que on ne savait pas par quelle magie il a pu infiltrer le territoire national lorsqu'il était hors du territoire quand il n'y avait pas eu ce coup. Donc il y a une complicité tacite dans la sous-région. Et ça encore, nous mettons en évidence les faiblesses d'une organisation sous-régionale pour en appeler à la supériorité des décisions au niveau de l'Union africaine et des Nations Unies. Il y a ce cas particulièrement sur le terrain. Il y a également le cas d'Interpol qui avait été accusé, à tort ou à raison, parce que c'était opposant, de jouer le rôle du pouvoir en place et de participer même à des assassinats. Il y avait eu ce problème. Et bien lorsque l'on constate ça et qu'on voit qu'à des endroits donnés où il y a des mandats d'arrêt qui sont émis contre certains individus qui circulent librement dans des pays qu'on n'arrête jamais, et qu'ici, il y a un mandat d'arrêt qui a été émis contre des opposants, et que par magie, on l'a su les repérer, et qu'on a mis la main sur eux, on peut établir systématiquement qu'il y a un rapport entre le pouvoir de Nkurunziza, encouragé par une communauté internationale qui croit certainement qu'il est le moindre mal, mais il est quand même un mal, et la police internationale qui est en train ainsi de saper sa crédibilité et de se saborder. Donc je pense que... C'est ce que vous pensez. C'est une démonstration mathématique que vous êtes en train de faire. Une démonstration oui, très simple sur l'Interpol s'est justifié
l'Interpol a dit, je voulais vérifier si on ne leur reproche pas d'autres délits. Pas seulement des délits politiques. Il y a plein d'autres personnes moyens pour vérifier. Ceux qui pèsent des mandats d'arrêt internationaux, qui circulent librement dans certains pays, qu'on n'inquiète pas du tout, pour des crimes et des délits plus importants que ce qu'on reproche à ceux-là. Tout simplement, ceux-là, ils veulent être responsables de leur opinion. Vous voulez tordre le cou au test pour aller vers un troisième mandat. Contrairement à ce qui est prévu, même dans les accords qui sous-tendent. C'est déjà fait aujourd'hui. Non, ces personnes ont dit, malgré nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Nous assumons nos opinions. Ceux-là, au contraire, doivent être protégés par Interpol et non être interpellés. Alors. Donc, je pense que dans ce cas de figure, nous avons la fragilisation du processus démocratique au Burundi. Nous avons une crise ouverte qui couvre, surtout que les assassinats sont au quotidien. Nous avons vers une implosion de la situation qui pourrait également embraser toute la zone des Grands Lacs. Surtout qu'au niveau du Rwanda, il y a cette envie de se maintenir au pouvoir et qu'au niveau d'autres pays dans la sous-région, il y a des choses qui s'annoncent. Il y a la RDC, il y a le Congo-Brazzaville, où les velléités sont là, palpables. Donc nous allons vers une implosion de la situation sociopolitique dans ces pays et forcément, et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, le devoir d'ingérence humanitaire devra amener la communauté internationale et les élites africaines à vite agir. Alors, Médéric François Gongo, c'est justement dans ce contexte que l'Église catholique a fait sa sortie cette semaine pour dénoncer ceux qui entourent Nkurunziza et qui lui font croire que la paix est revenue du moins au Burundi. Alors, est-ce que vous pensez que d'une tension politique, nous sommes en train de tendre vers une tension religieuse? Parce que l'Église catholique a nommément cité les églises évangéliques. Oui, je pense que dans ce cas de figure, généralement, quand il y a un problème qui dépasse les politiques, qui dépasse les militaires, on fait appel à une autorité spirituelle ou à une autorité morale. L'Église est dans son rôle. Mais est-ce que l'Église a cette obligation pour mieux se faire entendre? L'Église catholique, mon Église bien sûr, est-ce que l'Église catholique a cette obligation pour se faire entendre de stigmatiser, de fustiger, de mettre à l'aides d'autres églises? Oui, mais aujourd'hui, Nkurunziza, qui est un évangéliste, de même que sa femme, qui est pasteur, pense que Nkurunziza est un élu de Dieu. Il a été désigné par Dieu pour être président du Burundi. Dans ces conditions, l'Église catholique dit non, réveille-toi, ouvre les yeux, nul n'est éternel sur la terre. C'est la meilleure démarche que celle de l'Église catholique. Maintenant, est-ce que le conglomérat qui entoure Nkurunziza, le fait qu'on lui ait montré, qu'on l'ait amené à se défier, qu'il a une mission divine, à croire comme beaucoup d'autres ailleurs, alors qu'ils ne sont que de simples mortels, de petits mortels comme nous, à croire qu'ils sont au-dessus des êtres humains qui pouvaient se soustraire du jugement fatal, du jugement final, de la mort qui peut surgir à tout moment, même à quelqu'un qui est bien portant, à croire qu'ils peuvent s'éterniser au pouvoir. Je pense que là, Nkurunziza doit savoir mesure garder parce qu'il risque de partir comme il est arrivé, comme un maquisard. Joël Yetonji, vous voyez déjà des tensions entre églises s'annoncer de ce côté, de la tension politique. Vous pensez qu'on risque de basculer vers une tension des religions, entre deux religions qui vont s'affronter, qui va encore en ajouter justement à cette crise dans ce pays? Il faut craindre qu'on en arrive là. J'espère qu'en son temps, l'Église catholique saura raison garder. Je dis l'Église catholique parce que je trouve ça simplement comme une possible porte de sortie. Parce que de l'autre côté, quand on convainc déjà Pierre Nkurunziza de ce qu'il est le Messie, l'élu de Dieu, le seul capable d'aider le Burundi à sortir de l'ornière, alors il ne faut rien espérer de ceux-là qui l'entourent, qui puisse lui faire comprendre aujourd'hui le contraire. Ce n'est pas possible. Parce qu'après avoir traversé tout ce qu'il a eu là, il paraît que c'était une marche dans le désert. Et finalement, il est arrivé à bon port. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il peut encore lui conseiller? Il est devenu le Moïse burundais. Heureux, oui. Donc, s'il y a des gens pour travailler encore, si on peut encore sauver le Burundi d'une crise éventuellement religieuse, je pense que c'est encore ces chrétiens, dits catholiques, qui peuvent parler à leurs fidèles pour qu'ils n'aient pas un affrontement. Sinon, ce qu'on veut éviter sur le plan politique, on risque de l'avoir sur le plan religieux. Le pays sera divisé. Et si le pays est divisé, on n'en sortira pas. Mais malheureusement, j'ai peur que la prière seule n'aidera pas Pierre Nkurunziza à se réveiller de son sommeil profond. Parce que
pendant que les autres sont en train de prier Dieu pour qu'il se réveille, les autres prient Dieu aussi. Je ne sais pas quel sera le choix du Dieu suprême finalement. Alors, je suis en train de voir malheureusement le pays encore tomber dans un chaos plus profond. Et si ça arrive, ça risque d'être plus catastrophique. Et pour éviter ça, c'est simplement cette communauté qui, malheureusement, n'est pas en train de jouer son rôle. De finir de jouer à la plaisanterie, sur à quoi nous assistons là. Tôt le matin, on essaie de nous faire croire qu'on n'est pas d'accord avec Pierre Nkurunziza, alors qu'on a aujourd'hui les moyens pour amener Pierre Nkurunziza à rebrousser chemin. On ne le fait pas. Mais si on ne le fait pas, vous pensez qu'on doit aller déloger Pierre Nkurunziza de force? Encore que ce n'est pas mon souhait. Le Burundi, ce n'est pas mon souhait, mais observons. Indépendant. De quelle indépendance parlons-nous? L'indépendance économique, l'indépendance politique. Hier, on a délogé d'autres chefs. Hier, on a aidé à assassiner. Et cela avait été condamné. Maintenant, aujourd'hui. Et vous croyez qu'on a tiré leçon de cela? En tout cas, on ne les encourage pas à faire ça. Les Africains ne sont pas prêts à supporter ça encore à nouveau. Mais nous disons qu'ils cessent de tirer les ficelles dans l'ombre et de se réveiller tôt le matin pour nous dire nous ne sommes pas pour ce qui est en train de se passer. Mais là-dessus, une fois encore, c'est les Africains qui doivent jouer leur rôle. Et l'Union africaine peut tirer profit de tout ce qui se passe. Si aujourd'hui, il y a amende honorable pour l'Union africaine par rapport à la situation au Burkina Faso, je pense que très rapidement, on peut faire un rétropédalage pour revenir sur le cas de Pierre Nkurunziza au Burundi, pour faire comprendre à Pierre Nkurunziza qu'on ne peut pas l'aider à continuer sur cette lancée-là. On peut le trouver d'autres portes de sortie, pourquoi pas? Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et c'est au quotidien, les morts qu'on compte. Et au-delà des morts, les gens ne trouvent non plus à manger. Vous voyez ça? On peut encourager cela? Je trouve que non. Mais François Gongo, est-ce que vous pensez que tout ce qu'on observe aujourd'hui autour de la crise au Burundi va amener justement ceux qui ont les velléités encore de modifier leur constitution à se retenir? Ou bien va les encourager plutôt à aller vers l'avant? Cela va faire jurisprudence? Non, je pense que les gens veulent nous amener à ce que nous constations qu'on pourrait tropicaliser la démocratie de type libéral. Mais la démocratie, fondamentalement... Une démocratie à l'africaine. À l'africaine, ce qui n'est pas évident, parce que nous avons tous accès aujourd'hui à l'Internet. Et lorsque vous mettez des nègres, comme on nous appelle, dans les mêmes conditions que ceux qui sont dotés de la raison, comme supposés être dotés de la raison, lorsque on nous met dans les mêmes conditions, l'expérience a prouvé que nous excellons et de loin mieux qu'eux. Donc je pense que là, nous devons revoir la société civile dans son rôle, la restaurer, la vraie société civile. Nous devons, au niveau du continent africain, créer des cordons entre les jeunesses, entre les élites, entre les presses progressistes, de manière à ce que nous communiquions beaucoup et que les expériences des uns servent aux autres. Nous l'avons constaté, le ballet national. Oui, les gens ont bien voulu. Vous savez que les régimes ne sont pas... Voilà, et vous avez vu la réaction justement du pouvoir en place. Donc, on n'aura pas les mêmes résultats partout. Parce que autant qu'il y a une mutualisation justement des expériences, autant les régimes en place également mutualisent ou bien revoient leur stratégie. Mais c'est l'histoire de ce bébé qui empêche sa maman de dormir. Mais c'est évident que lui-même d'abord, il ne pourra pas dormir. Donc l'évidence de l'échec, ou le spectre de l'échec, la plausibilité de l'échec ne doit pas nous empêcher d'essayer. Parce que là, nous l'avions constaté. Malgré les morts. Nous l'avions, il faut forcément casser les œufs avant de faire des omelettes. Nous l'avions constaté que le panafricaniste, celui qui a donné la preuve, qui peut créer une banque, qui peut installer des satellites, qui peut faire beaucoup de choses, Kadhafi a été tué. Nous avons la preuve que pour un oui ou un non, les Occidentaux peuvent faire débarquer des forces pour massacrer nos dirigeants, même si ces dirigeants quelque peu martyrisent le peuple. Mais nous avons également la preuve que lorsque des dirigeants laissent des peuples s'entretuer, participent à l'assassinat des peuples, comme on le constate au niveau du Burundi, comme on le constate dans beaucoup de pays, et c'est au regard, à la limite, avec l'aval de nos amis occidentaux. Donc il va falloir redéfinir les paradigmes des relations internationales. Est-ce que nous sommes encore dans la période précoloniale, coloniale, ou est-ce que nous sommes à l'ère de la mondialisation? Oui, mais cela ressemble à quelque chose et à son contraire. Parce que si vous voulez l'indépendance, pourquoi voulez-vous aujourd'hui que la communauté internationale intervienne pour chasser ces dictateurs? Il faut quand même conscientiser, appeler les Africains eux-mêmes à prendre le devant de la scène et à prendre en main leur destin. Et non continuer par tirer sur cette communauté internationale. Je comprends bien ce que vous dites, mais vous savez que les chaînes de télévision internationale et de radio internationale ne passent que ce que des lobbies donnés veulent
qu'ils passent. Mais les Africains n'ont qu'à créer également leur chaîne. Les Africains peuvent mettre en place également la technologie qu'il faut. Exactement. Les Africains n'ont qu'à se ressaisir pour ne pas abandonner à l'État les idées novatrices du guide libyen. Je pense que c'est seulement à ce prix que lorsque les idées de ce grand visionnaire seraient concrétisées, qu'on pourrait avoir un début d'indépendance. Alors, je suis sûr que certains vont se demander, est-ce que Kadhafi est un vrai visionnaire? C'est un débat que nous allons mener par la suite. Joël Yetto dit très rapidement, est-ce qu'il n'y a pas à craindre que l'expérience burundaise fasse tache d'huile sur le continent africain très rapidement? Je pense que les dirigeants sont en train de comprendre. On a échoué une fois, mais il faut tenir bon. Je vais parler du cas de Filimbi et autres. En RDC, il ne faut pas baisser la garde. Il faut continuer le combat. Kabila n'aura pas le dernier mot, c'est clair. La leçon à retenir, ce n'est pas Pierre Nkurunziza. La leçon à retenir, c'est le Burkina Faso. Et je salue toute cette génération vibrante, consciente, qui tient bon. Il faut continuer dans cette lancée. C'est ça qu'il faut savoir regarder. Et ceux-là qui aspirent désormais au pouvoir doivent savoir compter sur le peuple et savoir que c'est la voix du peuple qui compte, pas autre chose. C'est ça que nous devons retenir. Merci Joël Yetondi, merci Médéric François Gongo. Madame, monsieur, nous ne sommes pas des donneurs de leçons, mais nous contribuons juste à améliorer les choses sur le continent africain. C'était votre émission Angle de vue de ce jour. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Sika, la chaîne qui vous présente le vrai visage de l'actualité sur le continent africain.